Parce que je vous assure que si on veut repeupler la France, moi je suis président de la République, je veux repeupler la France, je fais un premier truc. Interdiction des portables dans les chambres à coucher. Attendez, les écrans là, plus personne ne fait l'amour à force de regarder ces séries Netflix. Mais c'est aussi important de on va en parler des applications et de la numérisation du monde. La dimension sexuelle avec la dimension de la reproduction, parce qu'au départ, c'est un peu ça l'affaire. Oui. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? En ce début d'année 2026, où je suis très heureuse de vous retrouver sur Figaro TV après plusieurs mois d'absence, c'est la question que j'aimerais vous poser. Question en apparence légère et décalée par rapport à une actualité où résonne le tambour de la guerre et où règnent les prédateurs. Mais question en réalité très profonde, parce qu'elle touche à la relation homme-femme, à la cellule primordiale de la société qui est la famille, et à la démographie qui est le destin des peuples et des civilisations. Cette relation homme-femme, justement, elle n'a jamais été aussi abîmée qu'aujourd'hui. Musset l'annonçait, les deux sexes mourront chacun de leur côté. Alors en sommes-nous là aujourd'hui, à l'heure où la dénatalité est en grimpe, à l'heure où les jeunes hommes se tournent vers le masculinisme et les jeunes femmes vers le néo-féminisme? Faut-il enterrer l'amour? Voilà la question que je voudrais vous poser ce soir dans le club Le Figaro Idée. Au chevet donc de l'amour ce soir, voilà donc mes trois invités que j'ai conviés spécialement pour cette émission. Maxence Carsana, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien, auteur d'un livre remarquable, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé, Homme-Femme, sortir des idées toxiques, que je vous recommande à tous, aux éditions Salvator, où vous explorez le malaise entre les sexes. Vous expliquez d'ailleurs que la dénatalité, qui est aujourd'hui un phénomène global, serait lié à une abondance de choix en matière amoureuse qui sclérose toute forme d'engagement et qui repousse indéfiniment le désir d'avoir un enfant. Vincent Coquebert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un journaliste, fin analyste des tendances sociétales contemporaines. Vous avez publié plusieurs livres, notamment La civilisation du cocon. Vous analysez le repli sur soi dans les sociétés contemporaines, mais aussi votre dernier essai, La guerre de sécession, un essai où vous analysez la polarisation grandissante entre les sexes, avec ces sexes qui se séparent petit à petit et qui vont chacun de leur côté. Thérèse Argot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une habituée du Club Le Figaro Idée. Vous êtes déjà venue à plusieurs reprises pour parler notamment de ce sujet. Vous êtes sexologue. Vous intervenez régulièrement dans des établissements scolaires où vous parlez avec les jeunes de ces questions d'amour, de sexualité. Et vous avez publié justement en 2020 un livre qui s'intitulait « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Donc vous êtes un peu une spécialiste du sujet. Vous vous interrogez sur la récession sexuelle à l'œuvre dans notre société. Et vous estimiez qu'il fallait, pour en sortir, rompre avec le libéralisme sexuel. Vous nous expliquerez ce que vous entendez par là. Alors j'aimerais commencer cette émission parce que nous sommes en janvier. En janvier, notamment le 1er janvier, les chiffres de l'INSEE sur la natalité tombent. Et on a vu donc les chiffres pour l'année 2025 qui sont évidemment catastrophiques, qui battent des nouveaux records puisque en 2025, 663 000 bébés sont nés en France, 2,2% de moins qu'en 2024 et 21,5% de moins qu'en 2010. On atteint donc des chiffres absolument records. Jamais cet indicateur n'a été aussi bas et probablement que nous allons encore battre ce record dans les années qui viennent. Maxence Carsana, je voudrais commencer par vous parce que vous vous interrogez dans votre livre sur cette chute de la natalité. Certains estiment qu'elle a des raisons économiques, qu'elle est liée notamment au coût du logement, à l'appauvrissement des jeunes générations, à la baisse des allocations familiales, etc. Vous dites que cette raison, elle est plus globale, elle est anthropologique, voire même métaphysique. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette chute de la natalité ? Alors, tous les facteurs qui ont été cités ont leur importance, mais je pense que le débat est biaisé parce que notre vision de la natalité est ancrée sur le moment du baby-boom. Alors qu'en fait, lorsque l'on regarde les données, la natalité chute depuis plus d'un siècle au moins. Le baby-boom a été l'exception d'une trajectoire descendante et pas la norme. Ouais. Donc on reprend finalement le cours normal des choses et on se demande, en cherchant un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60, pourquoi est-ce qu'il y aurait un malaise particulier aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que le facteur fondamental, il est plutôt lié à notre psychologie profonde, qui, elle, ne change pas vraiment avec les différences de culture, ni même avec les différences de civilisation. C'est que nos instincts ont tendance à chercher à s'exprimer
sans limite lorsqu'ils ont l'occasion de le faire, et le contexte d'importance dans lequel on est le permet. Donc parmi tous les facteurs cités, j'aurais tendance à dire qu'on est plus proche de la situation de pandas en captivité, qui ont un petit peu trop de pandas en captivité. De pandas. Pandas en captivité. Ils ont besoin de toute une équipe médicale derrière eux pour continuer à faire ce qu'ils étaient supposés faire naturellement. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? C'est-à-dire que le contexte dans lequel nous vivons, avec une possibilité de choix extrêmement élargie, fait que nous avons tendance à ne plus vouloir nous reproduire. Pourquoi? Parce qu'on va investir dans un plus petit nombre d'enfants. Oui. Si je devais prendre un exemple caricatural, ce serait la culture en Corée du Sud, où on ne fait qu'un enfant et on mobilise toutes les ressources de la famille pour faire en sorte qu'il arrive uniquement dans les meilleures écoles. C'est-à-dire que l'envie d'avoir des enfants est en concurrence avec l'envie de prestige et ce que font les autres autour de nous. C'est un environnement concurrentiel en perpétuelle évolution, en fait. Thérèse Argot, vous qui êtes en contact avec différentes strates de la société, à la fois des jeunes, mais aussi dans votre cabinet, j'imagine, des personnes mariées, des gens en couple, qu'est-ce que vous entendez sur ce désir d'enfant qui ne peut pas s'exprimer ou qui ne veut pas s'exprimer? Pour vous, la dénatalité, quelle est la source profonde? Il y a vraiment beaucoup de raisons, beaucoup de facteurs. Il y a une chose qui m'est venue ce matin parce que j'ai enchaîné toute une série de consultations et c'est intéressant parce que quand on écoute le cœur des femmes et des hommes de notre société, eh bien on perçoit plein de choses. Et par exemple, à plusieurs reprises aujourd'hui dans mes consultations, les personnes ont pu me partager qu'il y avait un renoncement à mettre au monde des enfants pour des raisons, on va dire, d'ordre affectif et relationnel. Je m'explique. C'est-à-dire que notre génération, on attend d'avoir toutes les conditions réunies, absolument parfaites pour envisager d'avoir un enfant. Alors, vous le savez comme moi, pour que toutes les conditions soient parfaites, pour trouver l'homme parfait, alors on le cherche encore un peu toutes, la femme parfaite, on la cherche encore plus, d'avoir les conditions matérielles, d'avoir le bon travail qui va, etc., eh bien on va repousser l'âge où on va enfin peut-être envisager qu'on pourrait être prêt pour avoir des enfants. Et là, il y a cette fameuse, comme on dit, horloge biologique qui est en fait une réalité biologique qui montre qu'il y a une limite. Et c'est à ce moment-là qu'on veut avoir un enfant. Et c'est à ce moment-là où on est moins, on va dire, fertile, en tout cas pour les femmes. Et donc, ça crée un problème. Autre chose aussi, c'est que, il y a quand même beaucoup de ruptures amoureuses qui ont lieu. Je pensais à ce couple qui est venu me consulter aujourd'hui. Et en fait, ils ont commencé une histoire d'amour à la suite d'une première séparation. Elle avait 2 enfants. Elle s'est mise en couple avec cet homme. Et puis, finalement, leur relation n'a pas bien fonctionné. Et ils vont décider de se séparer. Et elle avait ce désir profond d'avoir plus que 2 enfants. Mais à cause de ces multiples ruptures, elle ne pourra pas, peut-être, réaliser ce projet-là. Donc, il faut prendre aussi en considération la multiplication des ruptures amoureuses. Bon, ça, c'est parmi quelques indications, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on associe l'enfant à un projet qui doit venir d'un désir et qui doit venir dans un cadre parfaitement favorable à cela. Et bien forcément, il n'arrive pas toujours ce cadre-là. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réalisé leur projet de famille alors qu'ils avaient peut-être ce désir dans leur cœur. Vincent Cockbert, vous parlez de sexcession. On a parlé aussi de récession sexuelle en Occident. Est-ce que vous liez la chute de la natalité aussi à ce phénomène de séparation des sexes, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Oui, dans le sens où il y a beaucoup moins de mise en couple, en fait, néanmoins qu'avant. Je pense en fait que la natalité, elle allait de soi aussi quand elle était reposée sur un triptyque qui était le couple stable, la division des rôles sexués aussi dans la famille et une croyance en l'avenir. Et ce triptyque-là a été aujourd'hui largement fissuré. D'ailleurs, ça s'est assez fissuré de manière un peu simultanée. Et moi, je mets ça aussi, néanmoins, dans ce que j'avais un petit peu analysé avant. Donc, comme vous disiez, la civilisation du cocon. La civilisation du cocon, c'est une civilisation du rétrécissement. On se recroqueville, donc c'est un rétrécissement qui est à la fois affectif, idéologique, et où finalement, on fantasme des safe spaces, des espaces sécurisés de manière permanente, et où le principe de précaution devient aussi une sorte de boussole institutionnelle. Une boussole institutionnelle qui est devenue une boussole, on va dire, personnelle. Et à cette aune-là, en fait, l'autre est surtout vu comme une intrusion. S'ajoute à ça ce que j'avais nommé en fait un peu l'ère de l'égocène, aujourd'hui où l'individu est son propre point de gravité et où finalement l'affirmation de soi, on est notre petite utopie, on est notre petit projet personnel et où finalement aujourd'hui les relations sont beaucoup plus vues à cette aune-là aussi en termes de coûts, en termes de désavantages et beaucoup moins en termes de coopération et de projets en avenir. Donc ces différents phénomènes-là qui se potentialisent les uns avec les autres fait à mon sens ce que j'ai appelé ensuite
de la sécession, parce que c'est en tout cas une des dynamiques, et fait aussi en sorte que comme il n'y a plus de coopération et qu'il y a aussi beaucoup moins de croyances à l'avenir, l'enfant devient optionnel, voire indésirable. Maxence Carsana, vous qui avez bien étudié la psychologie des deux sexes, est-ce que vous diriez que le désir d'enfant régresse plus chez l'homme ou chez la femme, ou est-ce que c'est partagé dans les deux sexes ? Et je ne pense pas que le désir d'enfant régresse tant que ça, puisque quand on voit les études, le nombre d'enfants voulus est légèrement au-dessus du seuil de l'accomplissement, l'engagement vers le fait d'avoir un enfant. Voilà, dans les sondages, en tout cas, il est au-dessus du seuil de remplacement, mais dans les faits, il est en dessous. Donc la réalité, c'est pas que les gens veuillent moins d'enfants, c'est qu'il y a un raté dans l'exécution. C'est qu'on s'imagine qu'on a plus de temps qu'on ne le voudrait vraiment. Et que malheureusement, on se fait rattraper par la réalité au bout d'un moment. Je pense que d'ici 10 ans, on va avoir une multiplication de tribunes et de témoignages de personnes qui vont dire je regrette un peu mes choix de vie passés, je pensais pouvoir faire mieux que ça. Et vous dites aussi qu'il y a un problème avec la notion d'engagement, c'est-à-dire que l'homme moderne a du mal à prendre un engagement parce que l'engagement, c'est irréversible, c'est prendre un risque, et on est averse au risque, vous l'avez dit, la culture de la précaution, et donc ce qui fait qu'on retarde indéfiniment l'engagement. Vous parlez de ces jeunes qui vont faire le tour du monde, qui veulent, alors qu'au début, avant on allait voyager à la fin de sa vie, maintenant on voyage au début de sa vie avant de commencer sa vie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette espèce de culture du désengagement contemporain ? Alors, ça ne touche pas tout le monde de la même manière. C'est justement un des fils rouges du livre, c'est que ça dépend des dispositions de personnalité. Donc, il y a toute une catégorie d'individus qui, avant, subissaient d'une certaine manière une culture hégémonique qui leur disait voilà la trajectoire de vie. Vous allez d'abord faire vos études, puis vous allez vous marier, puis vous allez avoir les enfants à tel âge, etc., etc. Maintenant, nous sommes totalement libres, bien plus que les époques précédentes. Et malheureusement, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que chacun récolte un peu la moisson de son tempérament. C'est qu'il y a des gens qui sont prédisposés à vouloir s'engager très tôt, à avoir un désir d'enfant très tôt. Il y a une diversité de profils de personnalité, ils ne sont pas disposés de la même manière. Donc ceux qui ont ces dispositions-là, ils continuent leur vie comme avant. L'image que je prends à la fin du livre, c'est celle du loto. Si je prends 1000 personnes au hasard dans la rue et que je les fais gagner tout au loto, ce que j'ai observé, c'est qu'une minorité va faire fructifier cet argent, en faire profiter les gens du quartier, en plus de se faire plaisir. La majorité des gens vont simplement faire la même chose qu'avant, avec plus de moyens. Et une minorité va détruire sa vie, va développer des addictions, va se fâcher avec ses proches et va finir encore plus pauvre qu'avant d'avoir gagné le loto. Je pense que la révolution sexuelle, c'est l'effet du loto appliqué à notre vie amoureuse. Et donc on retrouve une répartition comme ça assez globale. Une minorité de gens pour qui ça ne change rien. La majorité qui arrivera au même résultat, mais avec à peu près 10 ans de décalage. Et une minorité qui passe complètement à côté et qui, derrière, aura beaucoup de ressentiment. Ça, on va en parler. Thérèse Argot, est-ce que vous avez l'impression, vous, dans vos consultations, dans vos discussions, qu'il y a une espèce de poids de la liberté de choix ? C'est-à-dire que le fait qu'on ait trop de liberté, entre guillemets, dans notre société contemporaine, notamment en matière amoureuse, fait qu'il y a une sorte de vertige qui paralyse le choix. Oui, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que si... en fait, avec le mariage d'amour, on se marie par amour, on choisit quelqu'un par amour, donc on a le choix. Mais il y a toujours quelqu'un qui peut être un petit peu mieux que le premier choix que j'ai fait. Et avec les applications de rencontre, ça c'est encore plus, parce qu'à chaque fois que je vais sur l'application de rencontre, je revois des hommes encore plus beaux, des femmes encore plus belles et encore plus désirables. Donc, en fait, trop de choix tue le choix, comme on dit, c'est-à-dire qu'à force d'avoir toutes ces possibilités, c'est difficile de pouvoir s'engager avec telle personne. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Mais il y a autre chose ici dans la question du choix, c'est que finalement, en tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'homme, c'est à moi à choisir ma vie, à construire ma vie comme je l'entends. Et donc, l'enfant, à la fois, c'est magnifique qu'on puisse aujourd'hui choisir d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Je pense que ça reste quelque chose qui est vraiment important de pouvoir avoir ce choix. Et en même temps, si on réfléchit trop, je ne sais pas vous, mais moi je suis maman de 3 enfants. Si je réfléchis beaucoup, mettre en route un 4e, je renonce à l'idée quand on sait ce que c'est d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'on les adore, nos enfants, mais on sait aussi à quel point c'est un fameux challenge. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on réfléchit un peu trop, est-ce qu'on s'embarque dans cette aventure ? Franchement, difficilement. Et donc il y a une idée de... comment dire ? C'est un peu peut-être choquant ce que je dis là, mais je pense que ce qui explique aussi cette baisse de natalité, c'est qu'il y a un manque de spontanéité dans la sexualité. Il y a un surinvestissement parental. C'est-à-dire qu'à un moment, on rencontre un homme, on fait l'amour avec lui, on jouit, et puis le bébé arrive. Et ça permet aussi de faire des enfants comme ça, dans le cadre d'une rencontre, d'une jouissance, et un enfant vient. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je pense qu'on a trop intellectualisé le projet de l'enfant. Et forcément, si on l'intellectualise trop, eh bien, il y a toutes nos peurs personnelles qui peuvent remonter. Et finalement...
pour avoir un enfant, et je le dis en plus en connaissance de cause, parce que moi, mon aîné a 20 ans et je l'ai eu à 20 ans. Donc moi, je suis vraiment complètement décalée par rapport à notre époque, parce que j'ai eu 2 enfants quand j'étais étudiante, ce qui ne se fait absolument pas. Tout à l'heure, vous avez dit, aujourd'hui, on a la choix, la liberté. Je nuancerais ça dans le sens où, d'avoir un enfant quand on est étudiante, je vous assure que c'est extrêmement mal vu, mais immensément mal vu. Le rejet social, le regard était d'une violence extrême. C'était le plus difficile, parce que dans le fond, porter un enfant à 20 ans tout en étudiant, c'était assez facile physiquement parlant. Et puis après, d'élever un enfant, c'est assez facile parce que l'enfant n'a besoin que d'une seule chose, c'est qu'on l'aime. Et ça, on sait le faire en général, aimer son enfant. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que finalement, à force, c'est vraiment mon point, c'est qu'à force de trop intellectualiser ce choix, on ne fait plus ce choix-là après passer un certain âge, quand on a conscience de toutes les réalités. Moi, je prône la spontanéité dans les relations pour justement... écoutez, vous qui nous écoutez ce soir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, éteignez votre télé et passez dans la chambre à coucher. Mais justement, Eugénie Bastier, en fait, vous dites exactement. Parce que je vous assure que si on veut repeupler la France, moi je suis président de la République, je veux repeupler la France, je fais un premier truc. Interdiction des portables dans les chambres à coucher. Attendez, les écrans là, plus personne ne fait l'amour à force de regarder ces séries Netflix. Mais c'est aussi important on va en parler des applications et de la numérisation du monde. La dimension sexuelle avec la dimension de la reproduction, parce qu'au départ, c'est un peu ça l'affaire. Oui, mais c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, Maxence Carsana, parce que vous dites, j'aime bien cette formule, la plante ne choisit pas de croître. C'est-à-dire que si on demandait à une plante de réfléchir avant de pousser, probablement qu'elle se suiciderait. Et nous, c'est un peu c'est un peu le choix, le moment dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'on réfléchit trop, effectivement, c'est votre point, on réfléchit trop à croître et finalement on ne croit plus. Je pense que c'est ceux pour qui justement cet instinct est suffisamment fort pour surmonter toutes ces tentations-là qui hériteront du monde. Je parle de la psychologie Amish à la fin du premier chapitre, parce que les Amish ont un mécanisme de tri indirect, ils organisent une année sabbatique pour les jeunes avant d'entrer officiellement dans la communauté et accéder au mariage. Donc ils les laissent aller dans le monde, faire tous les excès qu'ils veulent, et ceux seulement qui le décident reviennent dans la communauté et s'engagent. Ce qui permet à la communauté de se maintenir, parce que finalement, vous éjectez un petit peu tous ceux qui n'ont pas l'amour de la famille et du mariage traditionnel. Et je pense que nous vivons aujourd'hui notre grande année sabbatique Amish, et on voit presque ceux qui se reproduiront ne seront plus que les Amish. Vincent Coquebert, je me tourne vers vous parce que je voudrais qu'on parle de la polarisation entre les sexes, et notamment de cette génération Z, ces jeunes qui aujourd'hui sont de plus en plus polarisés. Alors on pourrait dire c'est étonnant parce qu'on est dans un grand discours sur l'effacement de la différence des sexes, sur la théorie du genre, qui veut égaliser justement la relation homme-femme et finalement faire des hommes et des femmes des êtres interchangeables, mais en même temps, on observe chez cette jeune génération une polarisation croissante entre les sexes, avec d'un côté des jeunes femmes qui vont de plus en plus vers le néo-féminisme et des jeunes hommes qui sont tentés vers des options masculinistes. On va en parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette polarisation des sexes, notamment sa traduction politique ? Alors, sur la polarisation des sexes, déjà, là où c'est un petit peu intéressant, c'est que on va dire la grande décennie des études de genre, qui sont les années 90-2000, où Jodie Butler qui se retrouve dans le genre, en fait, on en parle beaucoup en se disant que c'était vraiment la pensée qui était en train de se construire, mais à l'époque, c'était le livre qui a cartonné, c'était les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Oui. Donc c'était John Gray, et c'était un livre qui parlait de différenciation des sexes, et surtout qui avait plutôt une tonalité de pacification, on va dire. Et en fait, ce qu'on a observé, parce que on pense souvent que le passé, on le regarde en se disant que c'était les ténèbres et qu'aujourd'hui c'est nettement mieux et que tout est plus réflexif, mais entre les années 70 et jusqu'à la fin des années 2000, et ça dans toutes les études de sociologie au niveau européen, au niveau mondial, on observe surtout une convergence des sexes en fait, un apaisement et des valeurs de plus en plus communes. Et quand on posait la question aux femmes, est-ce que c'est plus agréable de vivre aujourd'hui, d'être mise en relation avec les hommes, 80% elles disaient oui, et pour les hommes c'était aussi à peu près 70%, ils disaient la ça jusqu'aux années vous avez dit ? Là on est au milieu des années 2000, mais là on pose la question à des individus qui ont 40-50 ans. Ouais. Et on observe ensuite un basculement dans les études en fait au début des années 2010. Donc moi je le relie en fait à deux choses. Je pense qu'avec la crise économique de 2008, qui n'est pas été qu'une crise économique, mais qui a été aussi une crise symbolique et une crise de confiance en l'avenir, s'est révélé en fait une baisse d'agentivité des individus et surtout des jeunes garçons qui, on va dire, dans la course à l'éducation, étaient un peu plus déclassés que les jeunes femmes.
Après quoi est apparu les réseaux sociaux qui sont venus donner une caisse de résonance en fait à cette frustration, avec une culture du ressentiment, une culture de l'imputabilité, une culture de la colère, et c'est créé un petit peu des bulles genrées en fait finalement où chacun est venu trouver un récit de l'autre qui venait un peu confirmer ses peurs. Donc les hommes eux ont été mis en présence d'un discours qui leur disait que finalement la raison de leur malheur et de leur déclassement c'était la jeune femme émancipée, et les jeunes femmes avec la libéralisation de la parole aussi sur les violences sexuelles en fait ont été mises en contact avec des discours qui présentaient les hommes comme structurellement hostiles et structurellement violents. Et en fait il y a une sorte de radicalisation qui s'est un petit peu créée avec un petit peu chacun de leur côté, notamment, enfin, évidemment avec le féminisme, on va dire la dernière vague de féminisme qui date aussi de cette période-là, qui est d'ailleurs un peu concomitante avec, on va dire, avec l'affaire Strauss-Kahn, Oui. qui à mon sens d'ailleurs est plus révélatrice que l'affaire Weinstein, parce qu'en fait pour moi MeToo a été un événement accélérateur plus qu'un événement fondateur, parce que MeToo en fait ne pouvait pas exister sans la montée de ce féminisme numérique-là, cette culture Oui. de l'indignation et la crise de la confiance en fait envers les institutions judiciaires, policières. Et du côté des jeunes hommes, c'est aussi là, alors évidemment il y a une radicalisation encore on va dire post-Covid, mais on a quand même vu apparaître les premiers discours dits masculinistes, parce que depuis maintenant on va dire une quinzaine d'années, on a parlé aux jeunes garçons, en fait ça a été un angle mort de la cible sociologique, et parler des jeunes garçons en fait il y avait toujours ce soupçon de minimiser finalement ce que vivaient les femmes et les jeunes filles. Et on leur a parlé qu'à travers en fait l'angle du privilège, de la domination. Donc quand on a 40 ans, ça peut être un discours qui est assez inoffensif en fait, parce qu'on se dit pourquoi pas, oui c'est vrai, il peut avoir un rééquilibrage des discours, mais quand on a 12-13 ans, qu'on est déjà un peu sous le strapontin de l'histoire et qu'on dit en plus tu es un dominant, tu n'as que des privilèges et tu es potentiellement toxique, parce que là c'est aussi là où on commence à entendre parler de masculinité toxique, je pense que ça a créé on ne peut pas se construire à travers une identité négative quand on a 12-13 ans, je pense que ça a créé un grand trou noir où un grand appel d'air où sont venus s'engouffrer finalement les discours masculinistes, parce que eux se sont mis à parler en fait potentiellement de manière très, très toxique pour le coup, mais des problèmes très réels que rencontraient les jeunes hommes en fait, donc le déclassement amoureux, le déclassement économique, l'aliénation, l'échec, et quelque part ensuite les a laissés entrer dans cette boucle de rétroaction négative qui n'a fait que polariser une séparation sexuelle qui était déjà largement en jeu. On va revenir sur le masculinisme, mais je voudrais, Maxence Carsana, que vous nous parliez justement de cette génération Z et ces jeunes. Vous faites un portrait de ces jeunes dans votre livre. Alors, génération Z, pour la dater, pour nos téléspectateurs, c'est de quand à quand à peu près? Ce sont les jeunes qui ont quel âge? Les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans. 95, 2010, 97, 2012. Mais l'élément vraiment important, c'est pas tellement les années, c'est le fait d'avoir eu l'adolescence et la fin de l'enfance médiée par l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux. Donc l'arrivée des smartphones, c'est 2010 à peu près. À peu près, oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui caractérise cette génération dans son rapport à l'amour par rapport aux générations précédentes? Je pense que le facteur principal, c'est justement le fait que toute la socialisation a été médiée par les écrans et donc potentiellement le regard des autres. Et que c'est une génération qui vit avec une caméra greffée quelque part dans le cerveau et qui ne sait pas trop ce que ça fait que la vraie altérité. Il y a toujours le soupçon d'un public. Tout ce qui est dit pourrait potentiellement ressortir à un moment donné. Donc, il y a une forme d'autocensure et de malaise avec ses propres envies, son propre désir, puisqu'il n'est pas toujours conforme à ce que l'on peut sortir en public. Donc il faut toujours que ce soit un peu instagrammable, ou en tout cas il faut toujours préparer le pire scénario. Ouais. Et ça donne quoi en matière de relations amoureuses, cet état d'esprit? Ça donne une sorte de course à l'armement. Où on essaie toujours d'anticiper comment l'autre va réagir, comment est-ce que je peux me montrer le plus inoffensif possible, ou comment est-ce que je peux arriver à mes fins sans avoir à demander explicitement ce que l'autre veut. Donc on le voit avec... pour moi, il y a une tentative de reconstruire des normes des deux côtés. Le féminisme par la déconstruction qui n'est que le passage à un nouvel ensemble de normes, et par la notion de consentement. Mais à droite, on tente de réinvestir la morale, qui est un ensemble de normes qui permet de codifier de nouveau l'approche. Le grand problème de cette génération, c'est qu'il n'y a plus de codification de l'approche. Thérèse Argot, vous qui voyez des jeunes de cette génération, et qui voyez aussi des adultes peut-être plus âgés, qu'est-ce que vous voyez comme vraie différence
Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi, je les vois à différents âges. Au collège, ils n'ont envie que d'une seule chose. Quand on est collégien, on veut une seule chose, c'est être en couple. Ils veulent être en couple pour Donc le avoir couple a l'existence toujours sociale. la cote. Mais le couple a une cote extraordinaire. d'accord. Si tu es en couple, tu augmentes ton pouvoir de désirabilité, ta cote de popularité. Donc, être en couple, ça donne une existence sociale pour le collégien. Au lycée, on commence à avoir des grands sentiments, des grandes émotions. Et il y a beaucoup de lycéens qui commencent des grandes histoires d'amour. Donc il y a une envie d'aimer, d'être aimé qui est quand même très puissante, toujours chez les jeunes, comme depuis toujours. Et puis après, on va voir qu'il va y avoir des premiers échecs amoureux, des ruptures. Donc j'avais une grande espérance, j'avais des grandes attentes, et finalement, j'ai été déçue, j'ai été trahie, j'ai été humiliée, etc. Et donc je vais enregistrer quelque part dans mon cœur que aimer, c'est dangereux. Et c'est là qu'on arrive après chez les étudiants. Et alors les étudiants ne veulent plus se mettre en couple. Ils ne veulent plus se mettre en couple quand on est étudiant, et aussi les jeunes professionnels ne veulent pas se mettre en couple. Parce qu'ils ont compris que le couple, c'était quand même une affaire assez dangereuse si on n'était pas bien équipé et pas bien armé. Et c'est comme ça qu'on voit un basculement, on va dire, après 20 ans, où le couple est plutôt rejeté. On a par exemple la grande arrivée du polyamour. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression pour dire qu'on pourrait aimer donc, plusieurs personnes à la fois. Et donc n'importe quel jeune qui rencontre, un jeune garçon qui rencontre une jeune fille va lui dire « mais moi, je suis polyamoureux ». Ce qui fait très très chic de dire qu'on est polyamoureux, c'est qu'on est un peu plus élevé dans l'échelle sociale et intellectuelle parce qu'on serait capable de pouvoir bien maîtriser son sentiment de jalousie, ce qui est quand même compliqué en soi. Et cette façon d'organiser la vie amoureuse change après 20 ans. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir cette évolution dans le fond du fond. On les retrouve après 30 ans. Moi, je les retrouve dans mon cabinet. Quand je leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais être aimée. Je voudrais vivre une grande histoire d'amour. Donc, le désir d'aimer reste. Mais malheureusement, on n'est pas bien équipé pour le vivre. Et c'est pour ça que moi, j'interviens en milieu scolaire parce que je prône l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires pour donner vraiment des outils pour arriver à vivre ce grand désir d'aimer et d'être aimé. Et puis aussi... de soutenir les jeunes à pouvoir se construire pour être capables de vivre des grandes histoires d'amour. Et est-ce que vous diriez que la question des réseaux sociaux, du numérique, joue un rôle particulier dans cette érosion de l'amour? Est-ce que la déception amoureuse vient aussi des applications de rencontres? Qu'est-ce que vous Les applications de rencontres, ça évidemment que ça a un impact. Alors bien sûr qu'on a tous un copain, qui a une copine, qui a une cousine, qui a trouvé le grand amour sur Tinder. Ça existe, bien sûr qu'il y a des grandes histoires d'amour qui peuvent naître des applications de rencontres. Mais on a besoin de se raconter ces histoires pour se dire qu'on fait bien d'y être, parce que dans le fond, c'est ce qu'on souhaite quand on s'inscrit. Et derrière, parfois, d'autres prétextes. Donc on a besoin d'y croire, mais ces applications sont vraiment conçues pour nous rendre dépendants, pas du tout pour qu'on puisse trouver l'amour, mais pour qu'on retourne et encore et encore. Et c'est comme ça que ça génère de l'argent. Donc ça, c'est important de comprendre ce principe addictif, de voir comment ça fonctionne, ces applications. Elles ne sont pas faites pour répondre à notre grand désir de trouver le grand amour. Et puis après, je ne vais pas en reparler longuement ici, mais on ne peut pas ne pas évoquer l'impact de la consommation de pornographie sur, bien sûr. Évidemment, nos rapports amoureux. Je ne cesse de le dire depuis 20 ans, j'ai besoin de radoter comme une vieille, mais je suis vieille maintenant, et donc je radote, et donc je dis que les jeunes, les collégiens, les lycéens, les étudiants sont immensément impactés par la pornographie qui vient modifier le rapport à eux-mêmes, le rapport à l'autre, le rapport à la sexualité. Ça, vous le voyez vous voyez dans les jeunes auxquels vous parlez? C'est colossal. Qu'est-ce que ça a comme effet? Comme effet... C'est-à-dire que je raconte toujours cette histoire de ces garçons qui me disent « Mais madame, c'est tellement plus facile de regarder un porno que d'aller draguer une fille. » Oui, c'est plus facile d'aller faire d'aller cliquer 2 fois, pour avoir accès à du contenu pornographique et pouvoir assouvir sa pulsion sexuelle, plutôt que de transformer cette pulsion et d'essayer que ce soit un moteur pour aller vers l'autre, aller rencontrer quelqu'un, pour initier un rapport amoureux ou un rapport sexuel. Donc il y a une facilité, et notre cerveau est adepte du moindre effort, donc ça vient répondre à cela. Et puis après, dans la représentation de la sexualité, forcément. Donc à la fois pour les jeunes filles, c'est complètement anxiogène, en se disant « Oh mon Dieu, je ne veux surtout pas vivre ça parce que les femmes sont maltraitées dans ces vidéos. » À la fois pour les garçons, de se dire « Oh mon Dieu, je ne veux pas vivre ça parce que je ne serai pas du tout à la hauteur, peur de ne pas performer, peur de ne pas réussir à atteindre toutes ces prouesses. » Et donc, il y a la peur à investir le champ de la sexualité. Autrefois, je pense qu'il y a encore des personnes d'une certaine génération qui peuvent nous raconter que l'exploration de la sexualité était quand même une affaire assez joyeuse et assez sympathique. On allait découvrir et être curieux de la sexualité. Aujourd'hui, elle est explorée dans une forme d'angoisse et de peur de soi, peur de l'autre. Et la pornographie a vraiment contribué à augmenter cette angoisse, voire à la fabriquer. Vincent Coquebert, sur l'impact de la pornographie, vous pensez qu'elle joue un rôle dans cette divergence sexuelle ?
Je sais pas, enfin pour l'instant, les études en fait à ce sujet, elles apportent un paysage assez clair-obscur en fait, donc j'entends la parole qui est de ceux qui reçue sont sur le terrain. Et c'est vrai que, juste me permettre d'interrompre, moi ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, donc en fait on les entend tous les jours. J'ai rencontré plus de 100 000 jeunes en mon temps, plus de 100 000 jeunes, donc on les entend les paroles. Et puis je pense que tout professionnel sur le terrain peut vraiment acquiescer ce que je partage là. Et c'est vrai qu'on est assez énervés, nous qui sommes sur le terrain, que les études ne suivent pas et surtout que les pouvoirs publics ne fassent pas quelque chose de très efficace pour accompagner les jeunes. Et donc effectivement, il y a toujours un décalage entre ce qu'on voit sur le terrain et puis les études scientifiques. Après, c'est aussi, je pense que c'est l'ensemble des relations aujourd'hui qui sont soit pathologisées, soit, on va dire, politisées. Oui. C'est à partir du moment où on est libre dans les choix amoureux, finalement, et où la seule règle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, eh bien, on va essayer de trouver quelque part des grandes raisons systémiques qui expliqueraient pourquoi est-ce qu'on est malheureux, pourquoi est-ce qu'on est seul. Mais donc, en fait, la grammaire intime, aujourd'hui, on ne parle que de toxicité, on parle de dépendance, on parle d'emprise, domination, de domination, le consentement, et c'est probablement une très bonne chose, mais en tout cas est tout le temps en fait réinterrogé sur. Mais on ne parle jamais en fait de complicité, d'échange, de bien-être à deux. Donc je pense en fait qu'il y a quand même une sorte de pathologisation déjà en fait des relations amoureuses. Et d'ailleurs c'est en train de venir aujourd'hui avec l'amitié. Même les amitiés deviennent toxiques. Oui. Mais il y a aussi une politisation, parce qu'avec cette idée où l'intime est politique, finalement aujourd'hui tout se charge, même le lien à l'autre se charge en fait d'une dimension de lutte sociale quasiment. Et donc c'est bien pour ça aussi que le couple est compliqué avec cette désynchronie qu'on observe entre les hommes et les femmes. C'est qu'en fait le couple va être aussi pour des femmes en fait le lieu potentiellement du retour en arrière dans cette idée en fait d'égalité ou de relations totalement égalitaires. Et pour les hommes en fait il va être le lieu de l'évaluation permanente. Donc il y a aussi quelque chose à mon sens qui se joue là. Et après en fait je pense que ça réinterroge en fait tous les outils du code de coexistence des sexes en fait de la modernité qui fait qu'aujourd'hui la séduction est risquée, la séduction est suspecte plutôt, l'attachement est risqué, l'égalité elle est introuvable parce que toute relation est vue à travers en fait une lutte de pouvoir ou une lutte de domination, et donc le choix aussi devient de plus en plus impossible. Donc c'est à mon avis c'est toute la grammaire des relations et affectives et sociales et intimes qui sont aujourd'hui du moins mise en doute, largement. Juste pour appuyer ce que vous dites, par exemple, dans les questions que posent les jeunes aujourd'hui, moi je vois l'arrivée de plus en plus de questions sur Madame, qu'est-ce que vous pensez du body count ? Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais ça veut dire que le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu, ça c'est une expression qui est assez nouvelle, ça fait quelques années qu'elle arrive. Et alors aussi beaucoup de questions sur Madame, qu'est-ce que vous pensez des relations toxiques ? Et ce mot toxique est assez nouveau. Donc c'est vraiment pour appuyer ce que vous dites, on voit cette arrivée même dans le champ lexical qui est très problématique aussi parce qu'il y a moins de cette légèreté et je vois assez méfiant. Maxence Carsana, vous évoquez la place des réseaux sociaux et de l'univers technologique dans votre livre. Vous avez dit dans une interview dans le Figaro, et vous l'avez dit aussi dans votre livre, si votre grand-mère avait eu Tinder et Instagram, elle n'aurait probablement pas épousé votre grand-père. Alors ça change la donne à ce point-là, les réseaux sociaux ? Alors justement, non. Le but de la phrase était inverse. C'est de montrer justement l'éclatement des trajectoires de vie. Et la question que je posais avec ça, c'était qu'est-ce que vous faites de votre liberté ? Et justement, tout le monde a projeté son vécu sur la citation. Et donc j'ai eu droit à toutes les interprétations possibles et imaginables, toutes les attaques possibles et imaginables. Mais le but justement, c'est de sortir de cette idée que tout allait bien dans le meilleur des mondes, et puis arrive une génération malade, avec une rupture à un moment donné. Non, je ne pense pas qu'il y avait une génération plus vertueuse qu'une autre. On fait en fonction des outils qui sont à notre disposition, et que ce qui se passe aujourd'hui avec les applications de rencontres, c'est simplement le résultat d'un processus d'atomisation sociale qui a lieu depuis des décennies, en fait. Et donc je ferai un argument peut-être un peu facile, mais dans une certaine mesure, la voiture, c'est déjà ça. Parce que quand vous pouvez aller dans la discothèque de la ville d'à côté, vous réévaluez un petit peu l'intérêt des gens du village. Voilà. Et donc petit à petit, les outils vous permettent d'étendre votre réseau social, et votre cerveau, il est toujours dans la comparaison permanente. Pour moi, le vrai effet, c'est celui de la densité de population. Nos instincts ne sont pas faits pour vivre dans des communautés humaines aussi grandes. Mais vous dites qu'il y a un décalage en fait, entre notre cerveau, qui a été modelé par des siècles et des siècles d'évolution, c'est la psychologie évolutionniste, et l'environnement dans lequel nous vivons, qui a bougé extrêmement rapidement. Et donc il y a un décalage entre nos cerveaux qui restaient un peu un cerveau de Cro-Magnon, on va dire, et notre environnement qui est lui ultra moderne, et que du coup ça bug en fait. Oui, et ce qui s'observe dans le règne animal, les papillons de nuit se suicident en présence de lumière artificielle alors qu'ils sont adaptés à chercher la lumière de la Lune.
On a une espèce de scarabée en Australie qui est sur le point de disparaître parce que les mâles, pour faire un parallèle avec la pornographie, préfèrent passer leur temps à essayer de se reproduire avec des bouteilles de bière qui pour eux ressemblent à une super carapace de femelle. Donc c'est un super stimulus qui est plus intéressant que la vraie chose. Et donc, ça pose des problèmes assez terribles. Et donc, les applications de rencontres seraient une sorte de maximisation de cette... Voilà, pour moi, c'est l'effet de la densité de population urbaine, mais au fond de votre poche, et qui ne disparaît jamais. Mais, pour nuancer, l'effet n'est pas non plus spectaculaire. Il faut pouvoir l'évaluer. Et les études sur les applications de rencontres montrent que ce n'est pas tout le monde qui va dessus. Il y a en général 3 hommes pour une femme, déjà. Donc le déséquilibre sur le sexe ratio explique beaucoup de comportements qu'on voit dessus. Les profils de personnalité des personnes qui vont dessus sont déjà un peu hors normes. Et contrairement à ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le premier moyen de rencontre. C'est toujours les rencontres par les amis d'amis, etc., etc. Par contre, pour tout un tas de personnes, notamment des jeunes hommes qui sont encore à la campagne ou qui sont dans des filières où il n'y a quasiment que des hommes, s'ils font travail chez soi, peut-être la salle de sport, et qu'ils ne sortent pas, c'est leur premier moyen de rencontre avec le sexe opposé, avec toutes les frustrations associées. Et donc ça vous donne la majorité des discours que vous trouvez sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on revienne sur la question du masculinisme, parce qu'aujourd'hui, nous est présenté comme une menace très importante, un risque même terroriste dans certains pays. On nous dit que qu'il y aurait des jeunes hommes de cette génération Z qui seraient prêts à s'attaquer violemment aux femmes. Alors c'est déjà arrivé. À quel point vous prenez au sérieux cette menace, vous, Vincent Kochbert? Est-ce que c'est vraiment un mouvement, selon vous, dangereux, que cette radicalisation de jeunes hommes qui seraient frustrés et pleins de ressentiment à l'égard du féminisme et des femmes? Déjà 2 choses. C'est quand on regarde vraiment les études qui ont été faites vraiment sur des gros panels d'hommes qui se retrouvent en fait, on va dire un peu enfermés dans ces sphères-là. On se rend compte en fait que à l'origine ils sont pas mus par une misogynie et une haine des femmes, mais c'est des jeunes gens souvent très paumés en fait qui viennent chercher des réponses finalement à des questionnements qu'ils ont, donc comment entrer en relation, comment finalement avoir une meilleure image de moi-même, surtout à un moment donné où la masculinité en fait a été entre guillemets, la masculinité traditionnelle a été largement mise en question, mais on parle que de masculinité toxique, et les masculinités positives, en fait, à part cette idée de l'homme déconstruit que personne en fait ne sait vraiment tout à fait définir, c'est un petit peu compliqué en tout cas de réussir à savoir c'est quoi être un homme aujourd'hui. Donc il y a déjà cette idée-là. Ensuite après, moi en fait je trouve que le masculinisme en fait écho à une analyse que l'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger avait déjà en 2005, quand il parlait en fait de la montée de la figure du loser radical. Donc c'était vraiment cet être qui se sent complètement, on va dire, désynchronisé avec l'air du temps, qui est dans Nick Fuentes, quoi, aux États-Unis. Pardon ? Nick Fuentes, la figure de Nick Fuentes aux États-Unis. Oui, lui, en fait, cet écrivain-là, c'était quand il analysait ça, c'était... on voit Nick Fuentes d'un côté et Andrew Tate de l'autre, qui sont 2 grandes figures américaines du masculinisme, qui ont une audience quand même assez importante dans la jeune génération. Voilà, alors après, c'est pour ça que je parlais de cette figure du loser radical, parce que donc Hans Magnus Enzensberger, lui, en fait, l'avait analysé quand c'était pour analyser les candidats au suicide dans les attentats islamistes. Se demandait en fait qui sont les profils en fait de ces hommes-là. Et je ne fais pas la comparaison avec les jeunes garçons forcément qui sont dans les sphères masculinistes, mais là, on va dire en tout cas l'esquisse de l'image du loser radical et des affects, donc avec ce questionnement sur sa virilité, avec cette impossibilité finalement d'habiter le monde, avec cette culture de la rancœur et quelque part un petit peu de la colère mal dirigée et de haine, en fait, est quelque chose qui traverse en tout cas une partie de la population masculine, mais dont on peut tout à fait sortir à travers une mise en relation ensuite après qui va être beaucoup plus saine. C'est pas à mon sens en tout cas on va dire des profils radicalisés comme on essaye de présenter de manière totalement homogène. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a des entrepreneurs on va dire du masculinisme qui même en font un business. Et il y a toute une masse on va dire de jeunes garçons, parfois de moins jeunes, mais en tout cas de jeunes garçons qui, eux, sont traversés par des affects qui sont souvent en fait des affects de demande d'affection et plutôt en fait l'expression d'un mal-être et d'une envie d'entrer en relation que celle d'une pure misogynie qui serait une volonté de destruction. Thérèse Argot, est-ce que vous l'observez chez les jeunes garçons que vous voyez, cette crise de la masculinité qui peut parfois se transformer en ce masculinisme très agressif? Oui, vraiment, on le voit.
et on voit que ça augmente. Je parlais tout à l'heure de cette expression body count, mais c'est intéressant parce qu'elle dit beaucoup de cette tension. Donc c'est une expression donc, pour dire tu as eu combien de partenaires sexuels, et puis même entre jeunes, ma fille m'expliquait ça encore aujourd'hui, elle me dit maman en fait on dit body count. Tu vois, tu dois te répondre tout de suite un chiffre. Tu me dis même pas quel est ton body count. C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'on veut savoir combien tu as eu de partenaires sexuels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est demandé, c'est qu'une femme qui a eu un body count, donc qui a eu beaucoup de partenaires sexuels élevés, est extrêmement mal considérée socialement. Et un garçon qui a eu beaucoup de partenaires est bien vu socialement. Et ça, mais ça c'est vieux comme le monde. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des années de féminisme, de combat, d'éducation, etc. Et en fait, on garde cette différenciation entre hommes et femmes. Je pense que le culte de la virginité pourrait peut-être réapparaître, alors qu'on avait l'impression d'en être débarrassé. C'est assez interpellant. Et là, on voit effectivement l'arrivée de ces courants masculinistes qui expliquent aux garçons que si une fille a un body count élevé, elle a moins de valeur. Donc là, ils nourrissent ces discours-là. Donc typiquement, c'est des choses qu'on peut voir et qui sont interpellantes. Alors c'est là l'intérêt aussi d'engager un dialogue avec eux, leur dire que notre valeur ne dépend pas seulement de nos partenaires sexuels, mais il faut interroger, il faut en discuter, parce que si on les laisse seuls avec ces discours-là, bien forcément, ça a une influence sur eux. Et puis donc, la violence, elle commence aussi la violence verbale, parce que les petites insultes, par exemple, je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette expression qui s'appelle BDH. Ici, je ne sais pas, si on fait un sondage, qui connaît BDH? Non. Je ne sais pas s'il faut le dire sur le Figaro, ce que ça veut dire exactement. On est libre sur cette antenne. On a le droit? OK. Donc moi, je vous explique aussi, parce que donc, je suis maman de 3 enfants, 20 ans, bientôt 20, 18 et 14 ans, donc je me mets souvent à jour. Et ma fille m'explique, maman, BDH, ça veut dire, elle dit, tiens-toi bien, bandeuse d'hommes. Une bandeuse d'hommes. Ça serait une fille qui, justement, plairait aux garçons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette expression, qui est extrêmement vulgaire et quand même assez violente et agressive, eh bien, elle est dite comme ça, à droite, à gauche. Et finalement, elle entretient cette espèce de tension, de violence, finalement, entre les garçons et les filles, sous ce genre d'expression. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que toute cette arrivée de ce masculinisme, on le voit au travers de ces expressions-là, et ça domine l'espace des discussions des jeunes. Et ça, je pense qu'il faut être assez ferme aussi pour renoncer à ça. Ouais. Maxence Carsanin, comment vous analysez, vous, ce phénomène masculiniste? Est-ce que c'est, selon vous, un vrai phénomène de fond qui touche une génération, ou c'est quelque chose d'assez superficiel qui touche une poignée de radicalisés? Alors pour l'instant, je pense qu'on est encore sur une poignée de radicalisés, mais qui commence à déborder un petit peu dans la culture des jeunes au sens large. Mais pour appuyer l'idée que ça part quand même d'abord d'un sentiment de frustration, on le voit très facilement sur les réseaux sociaux, avec les commentaires des hommes de 40-50 ans qui viennent tout juste de sortir d'un divorce. Oui. Ils se radicalisent à une vitesse absolument extraordinaire, et encore plus vite que les jeunes hommes exposés à ce genre de discours-là. Oui. Donc il y a vraiment toute une dimension de la fierté masculine blessée qui essaie de se réapproprier une colonne vertébrale. Ils se transforment en haine des femmes. Oui. Exactement. Oui. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille surestimer la dangerosité de ce genre de mouvement, parce qu'en fait, c'est plus l'explication du loser magnifique qui essaie de se rassurer qu'autre chose. Est-ce que ça va se traduire concrètement par des mouvements? Peut-être sur les réseaux sociaux, effectivement, on va avoir plein de nouveaux termes, de commentaires agressifs, donc ça va contribuer à la toxicité du climat général. Peut-être que ça va avoir une influence politique, mais en ce qui concerne la panique sur des attaques armées et ce genre de choses-là, ça n'arrivera pas, parce que ce genre de phénomène-là, il y a un profil de radical en fait. Oui. Ce sont des individus qui ont déjà des comorbidités psychiatriques très lourdes, qui ensuite se choisissent une idéologie qui donne la légitimité d'appuyer sur la gâchette. Oui. Les études qui sont faites sur ces jeunes hommes montrent qu'au contraire, la majorité sont plutôt craintifs, plutôt passifs. Il y a une surreprésentation de jeunes hommes sur le spectre de l'autisme. Donc la série Adolescence, complètement. C'est bidon. De la plaque. À côté de la plaque? Oui. Pourquoi? Parce que la série Adolescence montrait un jeune garçon, on a beaucoup parlé, qui se radicalisait sur les réseaux sociaux et qui en venait à poignarder une de ses camarades de classe. Non. Si un discours peut vous transformer en tueur, il faut vous enfermer avant. C'est que je peux prendre je vais pas prendre un homme tout à fait normal, ou même une femme tout à fait normale, l'enfermer dans une pièce et lui faire regarder 10, 20, 100 heures de vidéos d'Andrew Tate pour déclencher chez lui ou chez elle l'envie de tabasser une femme. Oui. Ça n'existe pas. Les discours vont donner une légitimité et réveiller des prédispositions psychopathologiques, et éventuellement servir vont faciliter des passages à l'acte, éventuellement, mais ils ne vont pas créer des dispositions chez les individus sains. Donc en termes il y a un vivier, si vous voulez, d'individus potentiellement violents, mais ce vivier ne change pas. Mais on ne peut pas nier que quand même la majorité des...
sais pas comment il faudrait le qualifier, mais on ne peut pas nier qu'il y a énormément de jeunes, d'enfants et de collégiens qui ont des grandes fragilités psychologiques de par des structures familiales extrêmement dysfonctionnelles. Et donc, ils arrivent avec une absence de repères. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce mot aussi, repère. Le père, il est où le père? Souvent, il n'est pas là, le père. Donc, il y a une recherche aussi, parce que je pense aussi dans ces figures masculinistes, une recherche d'un homme qui va me dire c'est quoi être un homme. Et si je n'ai pas à la maison un homme qui vient me transmettre toutes les choses à savoir en tant qu'homme, je vais chercher à droite à gauche. Donc, je vois là, c'est que malheureusement, on a quand même beaucoup de jeunes et d'enfants qui sont très fragiles psychologiquement et du coup, qui sont aussi vulnérables à ce genre de discours. Mais c'est pas la même chose entre rendre le climat de la drague particulièrement pénible, avec tout un tas de concepts toxiques qui vont vraiment empoisonner la discussion, et le fait de planter quelqu'un avec un couteau. C'est pas du tout le même ordre de grandeur en termes de violence. Donc c'est pour ça que je distingue les deux profils. Alors il nous reste peu de temps. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Vincent? Non, je disais qu'en fait, je rejoignais vos doubles discours dans toutes leurs nuances, mais il y a aussi en fait toute une dimension, je pense, dont on n'a pas parlé, c'est ce qui s'appelle l'enromancement aussi. L'enromancement. L'enromancement, c'était Michel Pastoureau, l'historien, qui avait identifié dans le Moyen-Âge tardif, au XIVe, XVe siècle, politiquement, c'était assez calme, donc les chevaliers en fait jouaient à faire la guerre. C'était les spectacles d'emprise, les spectacles de pas d'armes, et nourris par une nostalgie romanesque et par toute la littérature arthurienne. Et j'ai un peu l'impression que quand on regarde un petit peu les figures d'ailleurs mythologiques qui sont aujourd'hui mobilisées, que ce soit par les masculinistes ou par les féministes, alors les masculinistes avec le guerrier viking ou le guerrier romain, chez les féministes avec l'Amazone ou la sorcière, il y a aussi toute cette dimension d'enromancement finalement qui vient surtout révéler que ces courants-là sont aussi viennent mettre en lumière finalement qu'on est dans une dramaturgie de soi et qu'à partir du moment où on a vraiment l'impression d'avoir assez peu de prise sur son environnement, on se rêve dans une croisade, on rêve d'être un petit peu le héros de sa propre croisade, et on vient mobiliser en fait des récits comme ça qui sont surtout des récits mythologiques dont je ne crois pas qu'ils puissent être périns sur le long terme en fait dans notre développement psychologique. Alors, on nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on en vienne peut-être aux pistes de solutions ou d'apaisement de cette guerre des sexes qu'on voit poindre à l'horizon. Alors, est-ce que vous pensez, Maxence Carsana, qu'un cadre traditionnel peut à nouveau être rétabli, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir retrouver de façon majoritaire un attrait vers le mariage, envers la famille traditionnelle, envers le couple. On voit que, par exemple, il y a un phénomène intéressant qui est celui des tradwives sur les réseaux sociaux. On voit ces jeunes femmes qui se remettent à vanter de façon très moderne, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, la vie au foyer, le fait d'avoir des enfants, ça redevient un peu une mode. Est-ce que vous croyez, vous, à un retour de balancier conservateur dans la relation homme-femme ? Alors, je ne pense pas que ce modèle soit particulièrement traditionnel en vérité, mais oui, je pense qu'on va vers un léger contre-coup conservateur, mais qui ne va pas durer bien longtemps et revenir un peu vers le milieu. Je pense qu'on va, d'ici 10-15 ans, tenter de réinvestir les anciens cadres, mais en tenant compte des leçons des 15-20 dernières années. Il n'y aura pas un véritable retour à ce qui se faisait avant. Je pense qu'il y a un amalgame qui a été fait entre le mariage et les violences faites aux femmes et les questions d'inégalité. Et qu'en fait, on va arriver à trouver une synthèse entre ce genre de choses-là. Et si on n'arrive à pas le faire en apprenant la leçon ou volontairement, je pense qu'on y reviendra de toute façon par la douleur. C'est-à-dire que ceux qui ont les dispositions pour réussir vont devenir un peu un symbole de luxe pour tous les autres qui vont les regarder avec envie. Oui. Et donc petit à petit, je pense que le mariage, la famille qui tient à long terme, va devenir l'apanage des classes aisées de plus en plus. Donc la famille va peut-être devenir un modèle. On va revenir peut-être à un monde pré-68, quoi. Peut-être pas pré-68, mais en tout cas, oui, un certain retour en arrière. Mais je pense qu'il faut s'appuyer sur le fait que la nature humaine n'est pas métamorphosée en quelques décennies, ni à coup de discours, en fait. Notre meilleur allié, entre guillemets, c'est notre hypocrisie. C'est que si l'Église catholique, pendant des siècles, avec l'empire qu'elle a eu sur les consciences, n'a pas réussi à cadrer les comportements de manière parfaite, ce n'est pas des idéologies qui, en quelques décennies, qui vont changer ce qu'on aime. Très juste. Vincent Caubert, est-ce que vous croyez, vous, qu'on peut mettre fin à cette sécession que vous décrivez dans votre livre ? Quelles seraient, selon vous, les pistes qui pourraient nous donner de l'espoir ? En fait, je pense qu'il y en est l'ère du temps est quand même traversée par ce tiraillement entre la quête d'autonomie, la quête d'affection, et qu'aujourd'hui on est dans ce fantasme d'une autonomie radicale et qu'on est de plus en plus fragilement relié à l'autre en fait. Donc il faudrait réussir à inventer une syntaxe relationnelle, on va dire post-individualiste, et donc essayer de comprendre que l'autre n'est pas le coproducteur de notre propre mythe, n'est pas un écran de projection, est imparfait, va parfois nous renvoyer aussi une image de nous-mêmes qui ne va pas forcément nous plaire, parce que le couple c'est aussi
aussi le lieu finalement de l'opposition, qui peut être une opposition paisible, mais en tout cas qui n'est pas le lieu en fait finalement de l'affirmation simplement d'un jeu dominateur et d'un jeu tout puissant et omniprésent. Donc je pense que peut-être qu'on va y parvenir, mais pour l'instant j'ai surtout l'impression qu'on est dans un hyper-individualisme complètement défensif, avec ce que Lasch appelait déjà ce moi assiégé aujourd'hui, qui fait qu'on se recroqueville comme un noyau, en ayant l'impression finalement que l'environnement nous veut du mal. Donc peut-être qu'on va essayer de retrouver un chemin apaisé, mais moi je le vois pas trop. En fait. Thérèse Argot, vous disiez dans votre livre qu'est-ce qui peut sauver l'amour, qu'il fallait en rompre peut-être avec cette espèce de mirage de libéralisme sexuel et peut-être retrouver un peu des cadres, en tout cas une forme d'encadrement de la vie affective et sexuelle. Est-ce que c'est à ça que vous aspirez ? D'opérer une révolution, de passer du paradigme individuel au paradigme relationnel, c'est-à-dire de ramener justement du sens à la relation, à la connexion. Et je crois beaucoup, mais vraiment j'en suis absolument persuadée, qu'en développant de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence amoureuse, de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence aussi sur la sexualité, ça va nous permettre d'avoir des relations qui soient beaucoup plus ajustées. Et je trouve qu'on vit à une époque formidable. Moi, j'adore notre époque parce qu'elle nous permet justement de repenser notre façon d'être en lien. Et nous avons des outils absolument extraordinaires pour mieux, j'ai envie de dire relationner, ce mot n'est pas très joli, il faudrait l'inventer, mais pour vivre des meilleures relations. Et donc, je pense que nous avons peut-être les moyens, plus que n'importe quelle autre génération, pour vivre notre grand désir d'aimer et d'être aimé. Et que cet amour porte du fruit, puisse aussi donner des enfants qui sont en bonne santé psychique. En fait, on a tout ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne mette pas tous ces outils au service des enfants, des collégiens, des lycéens et des adultes. Et peut-être que c'est notre défi des prochaines années pour accompagner ce désir-là, voilà, de l'honorer. Et je pense que c'est possible. Sinon, il faut vivre dans cette espérance. Et c'est vrai que je me permets juste vraiment de noter cette espérance parce que c'est aussi important de l'apporter aux jeunes, de vivre, voilà, de ramener de l'espérance et d'honorer ce désir. Ouais. Maxence Carsana, dans votre livre, vous donnez un certain nombre de pistes, notamment pour essayer de contrer la dénatalité et peut-être de redonner un peu de prestige au mariage et au couple. Vous dites par exemple qu'il faudrait redorer un peu la vision de la maternité dans nos sociétés, pas forcément à coup d'allocation ou à coup de mesures économiques, mais peut-être à coup de prestige social. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette idée ? Ça, malheureusement, peut-être, c'est entre les mains des hommes, le fait de rehausser l'intérêt du mariage, je pense, actuellement. Oui. Mais il y a cette idée que se marier aujourd'hui, surtout à l'âge où on est le plus fertile, c'est passer à côté de sa vie. Ouais. On essaie de compresser tout un tas d'expériences dans des domaines de vie comme la carrière, les voyages, les expériences amoureuses. On veut tout faire, mais sur une décennie, sur 15 ans, et le temps est limité. Donc forcément, si la famille est s'engager, c'est moins prestigieux que le reste, c'est généralement la première chose qui va sauter. Et vous citez l'exemple de la Mongolie, par rapport à la Chine communiste, que vous pouvez développer, qui avait justement redoré le prestige de la maternité et qui a pu relancer sa démographie. Alors temporairement, on a eu le même exemple avec la Géorgie, où un patriarche orthodoxe s'engageait lui-même à venir baptiser les enfants de familles nombreuses, et ça a permis de temporairement stopper la chute de la natalité et de la relancer un petit peu, mais ce sont des effets, ça n'a pas duré tant que ça dans le temps. Mais ça prouve que ça explique peut-être l'effet des religions. Oui. Les religions sont des machines à fabriquer du prestige pour le cadre familial. Donc il faut peut-être donner la Légion d'honneur aux mères de famille que nous mériterons, Thérèse et moi. En attendant, merci à tous pour cette discussion passionnante et merci à vous, les chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en cette début d'année 2026. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette année. Je vous souhaite de l'amour, justement, et peut-être pas de conflits à l'intérieur des foyers, à l'intérieur des sexes, parce qu'il y a suffisamment de conflits dans le monde et de guerres pour que nous l'importions à l'intérieur de nos foyers et à l'intérieur de la relation homme-femme. Voilà ce que je vous souhaite pour 2026. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera en direct du Grand Palais pour le bicentenaire du Figaro. Et mes invités seront Mathieu Bocoté et Natacha Polony. On parlera de la liberté des médias. Ce sera une émission passionnante et nous fêterons ensemble les 200 ans du Figaro. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.